De partager en tant qu'homme toutes mes faiblesses. En vrai, je sais, c'est un spectacle où je me mets vachement à nu, où je partage le cœur de... Enfin, vraiment des choses très tabous, où normalement faut pas en parler, ou même avec tes meilleurs potes t'en parles pas, ou alors avec tes potes meufs, quoi. Mais dire, mais en fait, ça suffit, les gars. Enfin, on est tous comme ça. Enfin, on n'est pas... Je dis pas qu'on est tous comme ça, mais on a tous des tabous comme ça, on a tous ces peurs-là. Avouons, ça fait de nous des hommes tellement plus... Humain. Ouais, humains, déjà. Et même courageux, quoi. Le courage, c'est pas de se tuer à son métier, quoi. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris que la seule chose dans laquelle t'étais bonne, c'est... Enfin, t'étais bon, du coup. Dans laquelle t'étais bon, c'était ramener de l'argent à la maison et être dans ton travail. Et bah non, c'est en étant avec les gens. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Comment aborder le sujet de la masculinité avec légèreté et profondeur ? Aujourd'hui, je reçois Samuel Certenay, comédien et auteur du spectacle Garçon, qui explore comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père. C'est un seul en scène unique qui mêle humour, émotion et récit personnel pour questionner les injonctions autour de la virilité. Avec Samuel, nous abordons son parcours atypique, de son passage en fauteuil roulant à sa découverte du théâtre, en passant par sa rencontre avec Noémie Delattre et ses remises en question profondes sur le masculin et le féminin. On parle également des nouvelles générations, de sa relation avec son père et de la manière dont il a appris à accepter ses vulnérabilités. Bref, un épisode intime et touchant sur l'identité et les tabous masculins et le moyen de créer du lien avec soi et les autres. Je vous emmène dans les coulisses de ce spectacle. Bonne écoute. Salut Samuel. Salut. Bienvenue. Merci. Moi je dis bienvenue. Ouais, double, en vrai, tu connais peut-être un peu plus la salle que moi, mais non. Oui, pour nos auditeurs, on se trouve à Bayonne dans une salle qui s'appelle la Luna Negra. Moi je dis bienvenue aussi parce que j'ai fait du théâtre d'impro ici, donc je suis presque un peu à la maison et c'est vrai que c'est une salle en plus qui a un côté cocon, qui est très agréable. On s'est installé ici pour cette interview. Et en plus, moi je suis très heureux parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un finalement en face à face. J'ai toujours fait en visio jusqu'à présent, donc t'es le premier. Ouais. Ah, ok. En face to face. Trop content. Donc ouais, on a improvisé cette interview il y a 2 jours que j'ai vu que Samuel passait dans le coin. Donc voilà, donc je suis très heureux. Et comment toi tu te sens c'est quoi ta météo du jour là, comment tu te sens avec moi là présentement? Écoute, je suis allé courir donc ça va. C'est un vrai truc qui me fait du bien. Je culpabilise tout le temps. Je passe mes journées à culpabiliser de pas assez travailler, de pas passer trop de temps sur mon tel, de pas être assez présent pour ci ou pour ça. Et du coup, courir, c'est un des moments où je suis sûr que je fais quelque chose de bien. Tu vois. Donc là, j'ai couru presque 2 heures, je suis en mode super. Ah ouais. J'ai fait un truc de bien, tu vois. Donc là, je suis cool. T'as découvert la région en courant. Exactement. Très belle région et très belle salle. On n'a pas trouvé toutes les lumières de la salle, donc on a une petite ambiance intimiste. Ouais, c'est super chouette. Plutôt sympa. Ouais.
Donc, voilà. Toi, ta météo intérieure, c'est quoi? Écoute, j'aime beaucoup déjà, il y a une pointe de curiosité de cet échange. Je suis en joie et heureux d'avoir cet échange avec toi. J'ai vu ton spectacle hier, on va en parler. Et donc et puis j'aime bien, en fait, c'est très spontané parce que voilà, j'ai vu ton affiche lundi, je t'ai envoyé un message, cette chose pour le podcast, t'as dit ouais, ok, et voilà, on est là. Et donc j'adore ça. Donc ça voilà. Après j'ai une petite météo un peu plus grise dans un coin parce que j'ai des petits soucis de santé, mais et de fatigue, mais pour le reste content d'être là et content d'être avec toi. Et moi, j'aime toujours donner la parole à mon invité en intro et lui demander comment tu te présentes, toi. Comment tu te présentes au monde, Samuel? Comment je me présente au monde? Et vraiment au monde général, parce que tu m'aurais dit au monde du travail, j'aurais su quoi répondre. Mais au monde normal, écoute, je dirais que je suis un garçon. Déjà. Pas seulement parce que c'est le titre de mon spectacle, mais plus parce que je sens que je suis un garçon qui devient un homme. J'ai 26 ans. Je suis en train de rentrer dans le monde des adultes, dans le monde professionnel, amoureux. De passer un peu un cap dans ma vie, j'ai l'impression. Donc je me présenterai en tant que garçon et petit homme pour l'instant. et sinon comme quelqu'un de très curieux. J'ai vraiment cette vision de moi souvent, tu vois, à vouloir manger le sol, quoi. Tu vois, vouloir dévorer, trouver des trucs, découvrir, aller jusqu'au bout, essayer de me connecter à des choses assez passionnelles, tout en faisant très attention. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses passionnelles qui m'ont détruite. Et donc maintenant, c'est vraiment me connecter à l'énergie de la passion sans subir, sans me laisser emporter et subir des conséquences mal gérées. Voilà. Ça suffit comme présentation. Ah, c'est toi. Et on est là effectivement pour parler de ton spectacle, on l'a déjà évoqué, qui s'appelle Garçon. C'est quoi déjà le slogan en dessous, c'est on peut dire le chapeau, je pense. C'est comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père. Ouais. C'est la thématique. C'est vrai que Garçon, ça m'a interpellé et clairement la phrase aussi, parce que je suis passé par là. Donc ça m'a interpellé. Et moi aussi je suis un curieux. Et du coup, comment ce spectacle, d'où il part, c'est quoi son histoire, sa genèse? En fait, peut-être est-ce que tu pourrais nous le pitcher vite fait pour le spectacle? Présenter? Ouais, bien sûr. Donc le spectacle, la thématique c'est la suivante. Donc comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père. C'est un spectacle, un seul en scène. Donc qui est différent du stand-up et du one-man show. C'est vraiment un spectacle qui a pour but de raconter une histoire. Ce seul en scène est à tendance humoristique, mais à savoir que le seul en scène est une case de type de spectacle qui reste différent du one-man et du stand-up qui eux ont des obligations à faire rire. Le seul en scène non. Par contre, en tant que seul en scène, t'es obligé de raconter une histoire. C'est un peu schématisé, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, je fais du seul en scène. C'était pour moi très important dès le début de faire du seul en scène parce que je voulais absolument raconter une histoire. Et il s'avère que j'aime beaucoup le rire et je fais en sorte qu'il y ait des touches humoristiques, notamment dans ces moments j'allais dire gênants. C'est pas forcément le terme, c'est plus de solitude, en fait. C'était des moments de solitude extrême qui, quand je les ai vécus, j'étais persuadé, alors que je n'avais jamais écrit de ma vie, je te parle de ça presque 10 ans en avance, quoi. Ouais. J'étais en mode, c'est sûr que je vais en faire quelque chose. C'est pas possible. Je vivais ça, mais je me disais, je ne peux pas être le seul à vivre ça. Tu vois, j'en ai des frissons quand je te parle, parce que vraiment, je me renvoie dans cette douche à découvrir le plaisir prostatique et me dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, je peux pas être le seul. Bref. Et donc, pour raconter le spectacle, c'est un spectacle qui retrace ma vie,
et qui en fait raconte que voilà, je suis ce petit garçon blanc hétérosexuel cisgenre, donc très privilégié, qui fait du foot, qui veut ressembler à son père, qui du jour au lendemain se retrouve en fauteuil roulant pendant 2 ans dans un centre, ce qui chamboule sa vie. C'est bizarre, je parle de moi à la troisième personne. Pardon. L'ego du mec, putain. Non, c'est juste que, enfin bref. Okay. Et du coup, donc bref, je suis donc bref dans ce centre et tout, ça chamboule ma vie. Et en sortant de ce centre, je mets le couvercle sur toutes les émotions que j'ai pu découvrir dans ce centre, parce que évidemment dans ce centre j'étais entouré de femmes. Mon père était pas très présent, voire pas du tout présent. Les seuls adultes que je voyais étaient vraiment des femmes quoi au quotidien, dont ma mère qui était énormément présente. Et en fait, une fois que je sors de mais en fait, je vous raconte et ma vie et mon spectacle, c'est un peu particulier. Mais en fait, une fois que je sors de ce centre, je mets un couvercle sur toutes ces émotions et je me dis non, mais en fait, il s'est rien passé, tout va bien, je reprends le foot. Sauf que là, c'est dur. C'est dur de reprendre le foot quand t'as pris 20 kilos en 2 ans et que d'un coup, tu passes du meilleur à celui qu'on veut mettre sur le banc. Donc, tu t'adaptes et en fait, pendant tout ce moment où j'étais dans le centre, moi, j'ai admiré les femmes qui m'entouraient et j'ai voulu leur ressembler. Et donc, je suis arrivé dans ce collège en me disant, en fait, plus tard, je vais être aussi forte que ces meufs-là, je vais être une princesse. Et du coup, j'ai pris l'homophobie dans la gueule. Parce que l'homophobie était forcément... mais en fait, quand t'étais pas un mec viril, t'étais homosexuel, quoi. Ouais. Grosso modo. Et donc, j'ai découvert tout ça et j'étais vraiment perturbé. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour de mon premier amour, je dirais, cette fameuse Capucine, qui m'a beaucoup ouvert les yeux et avec laquelle j'ai eu mon premier rapport sexuel. Et à travers ce premier rapport sexuel, je me suis reconnecté à mon corps. Et en me reconnectant à mon corps, je me suis reconnecté à mes émotions et en fait, ça a fait une espèce de révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pendant tout ce moment du collège, lycée, du coup, il y avait aussi le shit. Le shit a fait partie de mon quotidien. C'était quand je disais couvercle, c'est vrai que ça m'a permis de renfermer plein de choses et d'un coup trouver un sens à ma life, quoi. C'était super pratique. Au moins, il y avait quelque chose auquel je pouvais penser tout le temps. C'était trop bien. Et donc bref, je fais cette première fois. Je découvre le plaisir prostatique, c'est n'importe quoi. Je découvre le sexe, mon corps, c'est génial. Et tout se passe bien avec cette meuf jusqu'à ce que je découvre le plaisir prostatique et que finalement, ce soit pas forcément une pratique qui la fasse kiffer. Et donc on finit par se séparer. Et là, j'achète enfin ma première robe et je renoue avec mon rêve de princesse quelques années plus tard. Et je me rends compte, il y a là les similitudes entre les moves de danse et les moves de foot. Et du coup, j'ai cette chorégraphie qui pour moi est un peu l'apogée du spectacle, quoi. De mélanger cette masculinité qui m'a fait grandir et cette féminité que j'ai trouvé qui m'a énormément inspiré tout au long de ma vie. Et donc faire cette choré qui mélange des contrôles de la poitrine et des danses du ventre, pour moi ça résume plutôt bien le spectacle. Et après voilà, il y a toute cette avancée tout le long du spectacle avec 2 hommes qui sont Tristan, mon meilleur pote, et qui deviendra même mon coloc, et mon père. Et je ne vous raconterai pas non plus la fin, mais c'est un spectacle qui retrace ma vie et qui explique à quel point finalement se déployer permet peut-être aux autres autour de nous. Se déployer soi-même permet peut-être aux autres autour de nous de se déployer eux-mêmes. Et quand je dis se déployer, c'est pas vraiment parce que je vois une espèce d'aigle, quoi, tu vois, qui enlève qu'on avait un peu attaché et tout, qui enlève ses ailes et qui peut d'un coup découvrir sa puissance à travers le féminin aussi, quoi. C'est ce que je trouve beau. Et voilà, c'est un peu comme ça que je résume. Et qu'est-ce qui a fait que de ton histoire, techniquement, j'aurais envie de dire, pragmatiquement parlant, que tu l'as transformé en spectacle, ton histoire, à quel moment t'as eu l'idée, qui t'a donné l'idée? C'est que, du coup, moi, j'étais très très loin du monde artistique. J'ai jamais, je viens, mon père il est électricien, ma mère, elle est comptable, enfin, même conjointe collaboratrice, ce qui est un très mauvais poste, je vous le déconseille, parce qu'une fois que tu te sépares, c'est vraiment la galère, quoi. Donc, vraiment, ne vous mettez pas conjointe collaboratrice. Pour la retraite. Moi, je découvre ça, là. Bon, pas pour moi, mais pour elle, du coup.
Et donc je dirais que j'étais vraiment pas du tout familier avec l'art jusqu'à ce que je me retrouve aux îles Canaries pour faire de l'animation dans des clubs de vacances. Et en fait, en me faisant recruter là-bas, moi c'était génial parce que je pouvais parler espagnol et anglais, donc j'adorais. Mais j'étais dans la team française plutôt. Et pour rentrer dans la team internationale, il fallait absolument être danseuse, professionnelle, quoi. Ok. Moi, je savais pas du tout danser, sauf que vu que le chorégraphe était un peu fou, il y avait un gros turnover, et à un moment donné, ils avaient besoin de gens qui étaient dans l'hôtel depuis longtemps. Et donc moi, ils ont commencé à me mettre à faire du air guitare, faire du faux triangle, des trucs un peu pourraves comme ça. Mais t'es quand même devant 300, 400 personnes, quoi. Et les gens qui m'entourent sont vraiment des danseuses pro, quoi. Ça tape. Enfin, il y en a qui se cassent le nez avec le genou, quoi. T'es là, waouh, faut le faire. Et en fait, au bout d'un moment, il faut que il me demande de dépanner sur une choré. J'apprends la choré comme un zinzin, genre 6 fois plus que les autres. Je fais du foot. Enfin, je sais pas si vous voyez la souplesse d'un footballeur. Enfin, c'est vraiment très complexe pour moi. J'ai pas le rythme, rien. C'était une catastrophe. Et en fait, je découvre, je fais ça, je me donne à fond, je me concentre. Donc là, je suis dans cette période où voilà, le shit et l'alcool, c'est ma vie. C'est là que j'attends qu'une chose, c'est la prochaine soirée, quoi. C'est les moments où enfin je suis libre, enfin je suis bourré, je réfléchis plus, je peux danser, me laisser aller. Je donne mon âme, tu vois, et je me libère, je me coupe la tête, et ça me fait un bien fou. Donc bref, je suis en permanence en recherche de cette sensation. Et là, d'un coup, je découvre que je peux me concentrer de dingue là-dessus. La choré se finit, je me mélange autour des autres, on voit pas que je suis pas un danseur pro, quoi. Ça se finit, standing ovation, les gens hurlent et tout. Et je fais c'est ça. Et je me dis c'est ça. C'est ça. En fait, ça m'a demandé tellement de temps, tellement d'énergie. Je me suis dit, j'ai trouvé l'endroit où j'allais pouvoir mettre toute cette énergie. Et donc, en revenant en France, en même temps, je regarde des interviews de Kian Kojandi notamment, que j'adore, hein, je trouve son parcours incroyable, et qui explique que lui était nul. C'était impossible pour moi. Les artistes naissaient artistes, quoi. Enfin, c'était des routes toutes tracées. Tu naissais, enfin, t'étais une star parce que tu devais être une star et c'est comme ça. Et dès le début, tu prends un micro, t'es bon. Et non, je découvre que c'est du travail. Et je me dis, mais c'est parfait. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Un endroit où il faut travailler comme un fou avec des objectifs de zinzin. C'est ça qu'il me faut. Et donc, je rentre en France, Covid à ce moment-là. J'appelle, je tape école de l'humour parce que j'ai bien compris que la danse, j'allais pas non plus faire. Je me doutais que voilà, il me manquait trop de capacité. T'as quelques bons pas quand même. Ouais, bon, voilà, j'ai quelques bons pas. J'ai découvert le rythme, mais quand même, il y a beaucoup de taf. Pourquoi pas dans une autre life. Et donc je tape école de l'humour ou humour, école Paris et tout, parce que je viens de la Baule. Et je tombe sur le HAS, voilà, j'envoie un mail, enfin j'appelle directement. Le lendemain, il me rappelle, on fait un entretien, et il me dit t'es pris. Je dis non mais enfin je vous envoie mon CV et tout, j'ai rien à foutre de ton CV. Moi ça fait 1 heure que je parle avec toi, t'as envie de changer les choses, t'es déterminé, c'est des profils comme ça qu'il nous faut. Je fais mais j'ai jamais fait ça et tout, fait tu vas apprendre. Et tu vois, j'ai vraiment des frissons tellement je me dis putain ils m'ont vraiment sauvé la life, quoi. Ils m'ont sauvé la life parce que c'est des gens qu'on croit en moi quand j'étais personne. Et qui prennent des élèves comme ça qui sont rien, quoi, et qui leur disent mais on va essayer de vous apprendre. Et on arrive les premiers jours et on est 30 et ils nous disent écoutez, il y en a 1 ou 2 qui réussiront. Mais lâchez pas. Et en fait pendant 2-3 ans je bosse comme un ouf. Et je me prends des murs, je me revois ce même directeur me dire au bout de 6 mois, mec, si tu veux écrire un livre, tu changes d'école, quoi. À un moment donné, sois drôle, c'est une école de l'humour, quoi. J'étais en mode, oh là là, mais je suis qu'une merde. Et donc là, autoflagellation et tout, très dur, rapport à soi. Quand t'écris pour la première fois, c'est particulier. Tu te retrouves face à ta médiocrité. Tu vois. T'écris des trucs, c'est nul. Tu vois, c'est moi qui ai écrit ça. Il y a vraiment une confrontation. Donc, Dieu merci, il conseillait aussi de faire des psychothérapies en parallèle, ce que je me suis empressé de faire. Et ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a permis de faire un travail, au lieu de faire ma psychanalyse ou ma psychothérapie sur scène, je la faisais à côté. Ouais. J'en tirais des conclusions et tu vois, j'écrivais par rapport à ça. Donc ça m'a vachement aidé.
Et c'est drôle, c'est l'anniversaire de la directrice. Bientôt, on va lui faire une surprise. Donc bref, j'ai hâte. Faut pas qu'elle entende ça. Pourquoi je dis ça? Bref. Bon, voilà. Ok, on comprend ça. Et ou alors tu le sors après le. Attends, c'est quoi la surprise? C'est le lundi. Faut que tu sortes après. C'est bon. Bon, ça va, génial. Et donc bref, trop cool. Donc cette école m'a vraiment beaucoup aidé. Et justement, on parlait de ces psychothérapies. Enfin, dans cette psychothérapie, j'avais dit un jour, j'ai une vision à ma psy. Je lui ai dit, mais écoutez, j'ai l'impression qu'un jour il y a quelqu'un de très connu qui va me prendre sous son aile. Ouais. Elle me disait, ok, bah franchement, enfin voilà, c'est ce que tu vois, c'est très bien, continue et tout. Donc on fait cette psychothérapie. Et au bout de 2 ans d'école, je présente mon heure. Et en fait, avant de présenter mon heure, un vendredi par mois, il y a des stars entre guillemets qui viennent nous donner des masterclass. Et franchement, on a vu des gens de ouf, hein, des gens super intéressants et tout, trop forts. Enfin, je me souviens d'une masterclass avec Monsieur Fraise, tu vois. Ouais. Et c'est des fois c'est des moments Mao Drama, tu vois, aussi, qui était au début de sa carrière. Enfin, en vrai, des gens vraiment stylés. Et un jour, il y a Noémie Delattre qui arrive. Et moi, j'étais allé voir son spectacle avant. Et elle arrive et je fais ce sketch sur le port de la robe, où j'explique que la première fois que j'ai porté une robe, voilà, je viendrai voir le spectacle, mais il s'est passé ça. Et en fait, du coup, je vous ai dit, enfin, j'avais cette problématique de pas assez faire rire les gens, et que du coup, j'étais concentré sur mon propos et pas forcément sur ce qui fait rire. Et en fait, cette meuf, à la fin de ce sketch, je se mets à pleurer. C'est un monstre, hein. Noémie Delattre, c'est un monstre de travail, enfin, je dirais, elle a 45 piges, elle a fait, je sais pas, peut-être 15 spectacles. Elle a écrit 2 livres, elle a fait, je sais pas, enfin, je veux dire, c'est dans le métier, elle a commencé ce métier à 15 ans, quoi. Elle a retrouvé son premier cachet, elle avait 12 ans pour son premier cachet, t'imagines. Et donc elle a vu du pays, comme elle dit. Et tu vois, elle me prend dans les bras et elle me dit, c'est magnifique, il faudrait que ça soit joué partout, dans les écoles, dans les prisons. Et ça m'a vraiment marqué, parce que c'est exactement pour ça que je voulais écrire. C'était pas que pour jouer sur scène, c'était pour essayer de faire bouger les choses, quoi. Et essayer d'éduquer à mon échelle, en fait, de transmettre les choses que j'avais apprises. Et je sais jamais dire que j'ai apprise ou que j'ai appris. Non, que j'ai appris. Je sais jamais l'accorder. Que j'ai apprise. C'est les choses que j'ai apprises ou c'est les choses que j'ai appris? Je sais plus. Je sais pas, bah non plus. Bref. On va dire que le féminin l'emporte. Allez, ouais. C'est les choses que j'ai apprises, et où je me suis senti trop seul, et je me suis dit, faut que je puisse partager. Et donc bref, je rencontre cette meuf, et elle me dit, mais un jour on travaillera ensemble. Je n'y ai jamais cru. Jusqu'à ce qu'elle me rappelle et qu'elle me dise, bon, quand est-ce que je te mets en scène et tout. Et je n'en revenais pas. Enfin, tu vois, je disais, c'est pas possible. Je me réveillais dans la nuit, je la voyais m'abandonner et me dire, mais non, mais c'était une blague. Ah ouais, tu vois. T'es passé par là. Et ouais, bah, bien sûr, mais encore, je l'ai dit la dernière fois, je lui dis, mais tu sais que pendant très longtemps, je me disais, ça se trouve, elle veut juste baiser avec moi. Mais j'étais vraiment malade. Voilà, d'abord ri, après elle m'a dit que j'étais fou. Mais bref, donc ouais, non, et maintenant c'est devenu en fait une super pote à moi, et vraiment elle m'a pris sous son aile, et enfin sous ses ailes, je dirais même. Et on évolue ensemble, on collabore ensemble. Et donc elle m'a vraiment aidé dans l'accompagnement. Tu vois, j'avais cette première version au bout de 2 ans de travail. Puis on a tout enlevé. Enfin, pas tout enlevé, mais du moins on a tout mis de côté. Elle m'a dit, réécris tout. Et j'ai réécrit. Et là c'était magnifique, quoi. Enfin, je devais... Ça me touche beaucoup, parce que vraiment faire face à sa médiocrité, c'est quelque chose qui est super douloureux. Et vraiment, j'écrivais des choses desquelles j'étais pas forcément convaincu, et avec cette peur, quoi, de le présenter à Noémie Delattre, quoi. De me dire, mais qu'est-ce qu'elle va en penser? Enfin, si c'est nul, enfin, en fait, à chaque rendez-vous, je la voyais me donner une lettre et me dire, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, pendant toute cette année, je travaillais comme un fou, tout ça en étant serveur à côté, tu vois, enfin, il y a la vie, quoi. Donc, j'étais serveur à côté, enfin, je suis toujours serveur à côté, d'ailleurs. Enfin, tu vois, demain, je bosse au bar, hein. Demain, je rentre à Paris, je bosse. Et bref, et donc j'écris toutes les semaines, enfin même 3 fois par semaine, des fois je monte des textes et tout, on corrige, on reprend, jusqu'à arriver à la première où en fait je l'accompagne à des dates à Toulouse pour qu'on puisse continuer la mise en scène, et 2 jours avant ma première, je connaissais toujours pas le texte, on fait des répétitions dans le train, genre elle me dit, enfin on se fait contrôler nos billets, on est dans des couloirs, le train bouge et je suis là à répéter mes chorégraphies et tout, ça n'a aucun sens. On vit vraiment un truc qui est fantastique, où en fait je me dis, je lui fais confiance, quoi. Tu vois, je lâche vraiment prise, je me dis, je lui fais confiance. Et on arrive, et la première se passe super bien au Kibélé, tu vois, dans une petite cave.
elle a mon texte. Enfin, tu vois, vraiment, j'oublie mon texte, je pense 3 fois, mais tout se passe bien. Il y a un public génial, c'est trop chaleureux. Et mon père est là. Et tout se passe bien, quoi. Il y a ce truc de, franchement, je suis fier de toi. Les larmes aux yeux, le maillot de Nantes, tu vois. Et on se fait un câlin et tout, et mes parents sont fiers de moi, et ils m'accompagnent. Et je me dis, ouais, voilà, c'est la bonne voie. Donc je sais pas comment je suis arrivé à te raconter tout ça, mais en gros, voilà, c'est un peu le processus, quoi. Et là, ça fait désormais 1 an que je joue ce spectacle, et que Noémie m'accompagne toujours. Et ce que je veux dire, c'est que, donc, comment est venu se dire je vais écrire, c'est que, je me suis retrouvé dans une école où on m'a dit, du coup, faut écrire, quoi. Okay. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et t'es parti de toi, quoi. Voilà, je suis parti de moi. J'ai commencé par faire des sketchs sur la bolle, hein. Mes premiers sketchs, c'était un plagiste qui s'appelait Philippe David Garin, qui ça faisait PDG, tu vois. Et c'était justement un Baulois, quoi. Un vrai Baulois qui était sidéré parce que les Parisiens laissaient leurs trucs partout. Et finalement, ce personnage a donné naissance au personnage de mon père un peu plus tard. Et voilà l'histoire. Mais ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce que tu sais, des fois t'es dans ton quotidien, quand tu vois, j'arrive là, je me dis faut que je travaille et tout, c'est la vie, et en fait je me rends pas que j'oublie des fois d'où je suis parti. Ouais, il y a 4 ans, je faisais même pas ce métier, quoi. T'as regardé un peu en arrière de voir le chemin parcouru. Ouais. Et comment il résonne ce spectacle pour les gens, pour les hommes, pour les femmes? Comment il est accueilli? Tu dis que ça fait 1 an maintenant que tu te présentes avec ce spectacle, ouais. Comment? Écoute, t'as vu la réaction hier soir, tu vois, dans la salle, les gens qui se lèvent à la fin, qui partagent cette émotion. C'est franchement bien accueilli, et je pense parce que j'ai tout fait ça. Enfin, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans la thérapie, c'est, tu vois, ne pas faire ce métier pour les mauvaises raisons, ne pas faire ce métier pour la gloire, pour le succès. Évidemment, c'est des choses c'est des conséquences, quoi. Mais vraiment faire ça avec le cœur, et faire en sorte que tout ce que tu racontes, ça sorte de ton cœur, quoi. Et c'est vraiment ce à quoi j'essaie de me reconnecter, tu vois, où je revois le petit Samuel qui était en fauteuil roulant et tout, et qui savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, qui savait pas quand est-ce qu'il allait remarcher et tout, et que d'un coup je suis là sur scène, et tout ça se réalise. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait c'est assez communicatif, et que toute cette histoire avec mon père, et en plus de ça, de partager en tant qu'homme toutes mes faiblesses. En vrai, c'est un spectacle où je me mets vachement à nu, où je partage le cœur enfin, vraiment des choses très tabous, quoi. Très tabous, où normalement faut pas en parler, ou même avec tes meilleurs potes t'en parles pas, ou alors avec tes potes meufs, quoi. Mais dire, mais en fait ça suffit, les gars. Enfin, on est tous comme ça. Enfin, on n'est pas, je dis pas qu'on est tous comme ça, mais on a tous des tabous comme ça, on a tous ces peurs-là. Avouons, ça fait de nous des hommes tellement plus humains. Ouais, humain déjà, et même courageux, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, le courage, malheureusement, je te disais avant l'interview, j'en ai beaucoup vu à mon père pendant un moment, mais le courage, c'est pas de se tuer à son métier, quoi. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris que la seule chose dans laquelle t'es bonne, c'est enfin, t'étais bon, du coup, c'est dingue. Dans laquelle t'étais bon, c'était ramener de l'argent à la maison et être dans ton travail. Et non, c'est en étant avec les gens. Ouais, moi, ce qui m'a marqué, et ça me faisait des frissons là dans ce que tu partageais, parce que j'ai l'impression de me revoir moi il y a quelques années, tu vois. C'est comme si je voyais le jeune Loïc, parce que je suis un peu passé par ces mêmes étapes, en fait. Et tu vois, de mettre ce couvercle sur les émotions, comme tu dis. Moi, c'était pas le shit, c'était l'alcool, ou les fêtes, et de redécouvrir effectivement mon corps, le rapport aux émotions, de les voilà, comme toi tu les vis là, tu nous les partages à travers le micro, et donc je pense qu'il y a quelque chose d'universel. En tout cas, j'entends, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait, parce que il y a plein d'étapes que tu racontes, toi qui as 26 ans, moi qui en ai 42. Pour moi, à ce niveau-là, on est pareil, hein. J'ai eu les mêmes questionnements, les mêmes doutes, les mêmes moments de solitude, les mêmes, mais attends, je suis gay, tu vois, c'est ces questions, et donc, déjà, j'aurais envie de dire merci de le porter au monde.
par ce biais-là. Donc, merci. Merci à toi de m'accueillir, de me permettre d'en parler. Enfin, merci. Et ouais, peut-être justement, tu vois, moi j'ai 42, toi t'as 26. Je serais curieux forcément moi dans mon entourage j'ai plus des gens qui ont des âges autour de moi, entre 30 et 50 on va dire. Ouais. Donc je suis curieux de voir les hommes de la nouvelle génération ou des 20-30 ans, quels sont les retours, qu'est-ce qui viennent un peu partager avec toi, ou quelle est la vision toi que t'en as de cette posture avec ce spectacle. Ça, je suis super ému de tout ce que tu dis, mais en fait c'est déjà il y avait beaucoup plus de femmes en général dans le public. Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de mecs. Et avant de venir à Bayonne, du coup, c'était donc mardi soir, parce que je joue les mardis au Théâtre du Marais, à Paris. Et là, il y a 2 gars qui sont restés à la fin, et qui m'ont dit, franchement, c'est le meilleur spectacle de notre life. Merci de dire tout ça, merci d'en parler. Et c'est des mecs qui avaient mon âge, quoi, de 1998, tu vois, 26 ans. Et je me dis, enfin, tu vois, tellement... on m'a déjà fait comprendre que ce spectacle était la ringard, ou que j'essayais de surfer sur des tendances, ou je sais pas quoi. Que justement c'était pas assez drôle, que ça n'allait jamais marcher, que qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin, tu vois. Bref. Et d'un coup de voir que justement, hier, tu vois, il y avait, là, c'était quoi, le 5e rang, je pense, ici, où c'était des gens qui avaient, je pense, au moins 65 piges, qui venaient de Bayonne et tout, et qui me félicitent et qui me disent bravo, c'est très courageux, on comprend, c'est très bien. Enfin, on est d'accord avec ce que vous dites, enfin, genre qu'il y a pas à être d'accord ou pas, tu vois. C'est vraiment juste un partage, mais il y a ce truc où en fait, je vois que, justement, les gens ne peuvent pas être d'accord ou pas, c'est juste un partage. Donc, il est accueilli d'une certaine façon par, toutes les générations. Après, t'as des gens que ça touche plus ou moins, mais j'ai l'impression que, en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes dans la salle. Et récemment, il y a Titiou Lecoq, je sais pas si tu connais, cette autrice et journaliste trop forte, elle fait des trucs géniaux, vraiment, elle est très très pertinente. Et en fait, elle a adoré le spectacle, elle est revenue la semaine d'après avec ses enfants, qui avaient 9 et 12 ans. Et elle m'a dit ça... elle m'a dit ouais, ça les a beaucoup marqués, ils ont beaucoup apprécié, et je suis sûr que c'est un spectacle duquel ils me reparleront dans les prochaines années. Et je lui ai donné mon numéro et je lui ai dit écoute, si un jour ils ont la moindre question, c'est avec plaisir, enfin on s'appelle quoi. Mais ça me fait penser à la toute première version du spectacle que j'avais eu. Et justement, j'avais cette prof d'écriture qui s'appelle Delphine Gusto, que j'embrasse énormément, qui a changé ma vie aussi et qui fait partie de cette école, le HAS. Et en fait, qui m'a... c'est la première personne où quand j'ai lu mon texte, la première semaine, on devait lire des textes... on devait lire les premiers textes qu'on avait écrits, et je pleurais de peur, en fait, à lire ce texte, tellement... je savais pas, j'avais de la voix toute tremblotante et tout. C'était la première fois que je montais sur scène, que je disais quelque chose devant d'autres gens et tout, j'avais trop peur. Et elle me dit, c'est très bien, toi t'es un auteur, toi. Et vraiment, je fonds en larmes. Je vais me cacher dans un coin, je prends ce compliment en me disant, mais c'est pas possible, elle a dû se tromper et tout. Et 2 ans après, elle vient voir mon spectacle, et elle apprécie beaucoup, et elle vient voir avec son petit garçon, qui s'appelle Gaston. Et il voit ce spectacle avec la robe à la fin et tout. Et elle m'envoie un message 2 mois après en me disant putain, c'était la fête du collège, et Gaston il m'a demandé une robe de mariage et un costume. Et il est venu à l'école avec une robe en bas et un costume en haut. Et j'ai pensé à toi. Elle me dit j'en sais rien, ça se trouve c'est pas du tout toi qui l'as inspiré, mais on sait jamais. Enfin, sache que voilà, ça peut avoir un impact comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve magnifique, juste ne pas enfermer les enfants, tu vois. De les laisser exprimer ce qu'ils veulent avec cette innocence et cette envie de découvrir, peu importe ce que ça veut dire, quoi. C'est juste les laisser découvrir, les laisser explorer cette curiosité. Donc voilà, j'ai envie de dire que par la nouvelle génération, écoute, j'ai de l'espoir. Je me concentre beaucoup plus sur tous les bons retours que sur des potes des fois que je croise, et je me dis c'est perdu d'avance. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Et en même temps,
Mais écoute, je suis très content de les trouver pour jouer à FIFA. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a des gars avec qui je peux plus forcément discuter, mais c'est des gars avec qui je vais taper des foot, c'est des gars avec qui je vais jouer à FIFA. Et moi, ça me fait du bien, tu vois, c'est des ambiances masculines dans lesquelles aussi, des fois, j'ai besoin d'appartenir, dans lesquelles j'essaye d'apporter ma touche, hein. Mais voilà, j'ai espoir, on va dire, dans cette nouvelle génération. Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans un moment du spectacle, c'est que tu dis je veux être un homme parce que je veux être à la fois sensible, à la fois fort. Je sais plus tous les termes, mais voilà, il y a vraiment un homme dans son unicité avec toutes ses parts. C'est ce que j'ai entendu et c'est ça que j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé aussi dans ce spectacle. Merci. Et tu sais quoi un peu là, toi la dernière prise de conscience que t'as eue ces derniers temps? Un truc que peut-être que t'ajouteras un jour à un spectacle. Je pense que la course à pied c'est lié, mais j'ai pas encore mis le mot dessus. C'est quoi la dernière prise de conscience? Bon, si je dirais c'est quand même. Attends, comment je vais réussir à formuler ça? Le premier truc qui me vient en tête c'est la colère, mais c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que la colère a fait, tu vois, ce putain qui revient tout le temps dans mon spectacle, c'est quelque chose qui est très présent chez moi, c'est une espèce de frustration où d'un coup je sais plus ce qui se passe et j'ai qu'une envie, c'est de taper dans des murs pour soulager en fait. Donc ma dernière prise de conscience c'est peut-être ça, c'est la colère est un rempart à la tristesse et qu'en fait au moment où je suis très en colère, c'est que je suis triste mais que j'arrive pas trop à l'exprimer. Donc je dirais que c'est voilà, essayer, enfin je sais pas du coup si c'est une prise de conscience, mais c'est du moins essayer de faire face à cette tristesse, de l'accepter pour mieux la digérer et pour pas me faire mal. C'est que je suis très dur, je suis très violent avec moi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. L'apprivoisement, on peut dire. Apprivoiser ma tristesse. Ouais, entrer en relation avec elle. Ouais. Les émotions, et t'en parles bien d'ailleurs dans le spectacle. Et du coup, bon, tu l'as expliqué un peu là tout à l'heure dans le spectacle, sur ce fait que tu passes ces 2 années dans un hôpital, et c'est marrant quoi, comme si t'avais réussi à développer finalement ce côté sensible, ce côté on va dire yin, féminin, pour le genre, et que t'as mis le couvercle derrière, et après qu'il est revenu, comment tu continues? Là on parle de colère, de tristesse, comment t'es à l'aise aujourd'hui, comment t'es avec ces émotions, avec les partager, les ressentir et peut-être les. Tu veux dire comment avec le yin et comment toi comment tu gères tes émotions quoi, comment c'est quelque chose, alors peut-être pour reformuler, comment t'es avec cette partie de toi qui vit ces émotions quoi. C'est vraiment, c'est intéressant, c'est une discussion que j'ai eu avec ma copine récemment. C'est que du coup j'ai beaucoup d'ambition professionnelle. Je veux vraiment réussir les plus grandes choses possibles. Je rêve de remplir un stade de France. Je veux traduire mon spectacle, faire une tournée internationale. Enfin, tu vois, je joue devant 30 personnes à Bayonne. Hein, tu vois, je pense qu'à un moment donné, faut faire face à la réalité. Mais du coup, j'ai ce côté stoïcien que j'aime bien. Où je me dis ok, faut accepter peu importe ce qu'il arrive et réussir à être dans la raison en fait et ne pas se laisser aller à n'importe quelles émotions, etc. Et donc c'est vraiment très contradictoire avec ma vie. Donc je dirais que je fais vraiment des allers-retours entre ces deux choses-là. Et la scène fait entre autres partie des endroits où tu vois, tu peux y aller quoi. Je te dis ça maintenant, hein. Il y a 1 an, même 6 mois, même 3 mois encore, mon seul objectif c'était de réussir la représentation, de réussir. C'est pour ça que je viens parler aux spectateurs avant maintenant, pour plus y penser. Tu vois. Mais
voilà, va trouver en gros des endroits où je peux exprimer tout ce que je veux. Et pour moi, la scène, c'est ça. Le théâtre, c'est ça. Je fais des stages avec la technique Meisner. Pour moi, c'est vraiment ça aussi. C'est des endroits où, en fait, d'un coup, tu te reconnectes à toutes tes pulsions. Tu sais, quand tu me parlais de tantra la dernière fois, nous, on fait la même chose, en fait, en répétition. T'es là en face de l'autre. Tu répètes des mots. Et toutes les impulsions que tu as, tu dois les formuler. Et en fait, libre à toi de pas les formuler, mais en fait, ça se voit directement. C'est-à-dire que t'as ton corps qui bouge et tout. Et je trouve ça magnifique. Et donc, pour toutes ces émotions, du moins, bah voilà, je me trouve des endroits où j'ai besoin de les exprimer. Après, des personnes avec qui je peux les exprimer, des activités, donc notamment, bah, tu vois, le sport, hurler dans des oreillers. Je te disais, j'aimerais trop qu'il y ait des boîtes à cris partout. Voilà, hurler, j'hurle souvent dans des oreillers. Ça me fait du bien. Vraiment, c'est libérateur. Je dis, où est-ce que je mets toute cette colère voilà, donc je gère un peu comme ça. Et j'allais dire, et il y a encore l'alcool, hein. De rien, enfin, tu vois, ça reste un refuge duquel j'essaie de m'éloigner le plus possible. Mais vu que c'est peut-être ça une de mes dernières réalisations aussi, c'est la récompense. Ouais. Tu vois, le système de récompense, de bosser comme un ouf et du coup bah je peux bien mettre une cuite et tout. Mais du coup, il y a ce côté un peu raisonnable qui me rattrape en mode non mais mec, qu'est-ce que tu veux aller à Hollywood, tu te mets pas de cuite en fait, c'est-à-dire qu'il y a pas de moment de repos. C'est ce shonen quoi, tu vois, ce truc, il faut juste s'entraîner tous les jours. Tu te concentres, tu t'entraînes tous les jours et tu vas finir samouraï quoi. Attends, il y a Sam en plus dans Samouraï. Donc voilà, c'est un peu je jongle entre ces deux endroits là quoi. Qui sont deux endroits d'excès. Et je suis balance. Ah. J'essaie de trouver l'équilibre. Et est-ce que la thérapie ça t'aide à trouver cet équilibre, parce qu'il y a quand même encore, tu vois, c'est un des tabous, je trouve, que tu viens pointer chez les hommes aujourd'hui, c'est de se faire accompagner et d'aller notamment chez un ou une thérapeute. Bien sûr. Toi, ça a été simple de faire cette démarche Bah assez, parce que beaucoup d'ambition. Et je ne voyais pas comment je pouvais être un grand artiste sans être un grand homme. Tu vois, j'étais en mode, bah à un moment donné je suis ma propre expérience. Enfin, faut que je creuse en fait. Si y a plein de gens qui veulent pas le faire, donc j'ai qu'à montrer que en le faisant tout se passe bien et que au contraire ça amène plein de choses intéressantes. Donc si c'était vraiment cette démarche de mais il faut que je comprenne, et curiosité quoi. Et donc tu mets le doigt là-dessus, t'es en mode mais non et tout. Et donc après bon ça du coup au bout de 4 ans je commence à être un peu plus cool avec ça, mais sinon t'as le syndrome du sauveur aussi. Dès que t'as une discussion avec quelqu'un, t'es là en mode oh putain, ok, alors ça veut dire si ça, fais gaffe. Donc je conseille, ouais, de toute façon tous les artistes qui viennent me voir et qui me demandent si j'ai un conseil, je leur dis faites une psychothérapie. C'est pour moi en fait, je ne vois pas comment ça peut faire de mal. Le pire qui peut t'arriver, c'est tomber sur un ou une thérapeute qui te plaît pas, et bah, t'essayes autre chose. Juste, c'est pour moi quelque chose qui devait être aussi banal que le dentiste. Et encore, je dis dentiste, c'est dommage parce que le dentiste ça fait peur. Mais en vrai, c'est ce truc de voilà, tu fais un détartrage une fois tous les 6 mois qui est remboursé par ta mutuelle pour voir si ça va. Voilà. Enfin, démocratisons ça quoi. T'imagines si 2 fois par an si depuis que petite 2 fois par an tu vas chez le psy juste pour voir comme ça si ça va. Enfin déjà ça te familiarise, tu peux en voir plein différents, et d'un coup bah si tu mets le doigt sur quelque chose, tu peux d'accord, ok. En fait c'est démocratiser toutes ces pratiques. C'est démocratiser comme tu dis les cercles de parole et parler avec d'autres gens, c'est démocratiser la vulnérabilité, et la psychothérapie pour moi, en fait j'irais même un peu plus loin. C'est que pour moi, les gens qui ne font pas de psychothérapie sont égoïstes. Ça relève pour moi de l'égoïsme. C'est pas un jugement, c'est ma perception en fait. Ta vision de la chose. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu vis dans un monde où ou alors t'es un ermite. Ah ouais, si t'es un ermite, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu vois, t'es. Ouais. Non. Ouais. Non, je sais pas. Tu vois. Bah,
Ouais, bah, c'est sûr que tu feras pas de mal aux autres. Pour moi, un des plus beaux espaces pour se rencontrer soi-même, c'est la rencontre avec l'autre, c'est l'altérité. Ouais. Et donc du coup, en étant ermite, pour moi, tu vas pas bouger, quoi. Ouais. Et on est des êtres, je crois, en mouvement, qui avons besoin justement d'avancer. C'est exactement pour ça. Mais du coup, à partir du moment où t'es dans une société, où t'es dans une famille, où t'es dans une équipe de foot, où t'es dans un groupe, ben bosse sur toi, poteau. Parce que bosse sur toi, comprends-toi mais pour apprendre à épargner les autres aussi. Épargne les autres. Sois là pour eux, tu vois, d'un coup, enfin que ça soit t'imagines si tout le monde avait fait une psychothérapie, t'imagines le monde. Ouais, je pensais même à ça sous la douche tout à l'heure, je me disais je comprends même pas que tu vois tout ce qui est cercle de parole, psychothérapie, des trucs vraiment sur l'équilibre entre le masculin et le féminin devrait être obligatoire pour tous les chefs d'État. Tu vois, genre les gens avec le plus de responsabilités. Parce que comme par hasard, les gens qui se renseignent le plus, bah tu vois, c'est des gens qui, j'ai l'impression, sont dans une classe moyenne de la société. Tu vois, comme si les ultra riches et tout, ils ont déjà réussi, ils ont rien à... C'est pas parce que t'as de l'oseille que t'as compris, gros. Donc boss. Et t'imagines Macron, si tous les jours, avant de faire ses trucs, il devait aller confronter un psy et comprendre pourquoi est-ce qu'il était un peu zinzin de dire des trucs pareils. Tu vois, Netanyahou, tu vois, mais vas-y, va faire un groupe de parole avec Netanyahou, lui mettre devant les yeux qu'en fait, s'il est capable de faire des horreurs pareilles, c'est parce qu'au fond de lui, il va pas bien, quoi. Mec, ton cœur saigne, hein. Ça se voit sur ta tête. Enfin, t'es pas heureux. Tu peux pas faire autant de mal et être heureux. On est des humains, on est des êtres humains. Enfin, il y a un cœur qui bat sous ton costume de connard. Donc vraiment, je me suis dit ça sous la douche. En vrai, mais t'imagines un système où toutes les personnes qui ont beaucoup de responsabilités sont obligées, tu vois, d'avoir des séances de l'hygiène de vie. Ouais, voilà, de méditation, de tout ça, de conscience en fait, pour qu'ils aient ou elles aient conscience de l'impact de leurs actes. Je dirais. Dans le spectacle, tu parles de certaines peurs, comme la peur de l'homosexualité, par exemple. C'est quoi encore tes peurs aujourd'hui? Bah, en vrai, celle-là est toujours des fois présente, hein. Tu sais, tu dis toujours, et en plus, c'est drôle parce que du coup, maintenant, j'ai tout ce spectacle et tout, et je suis là en mode, putain, mais attends, c'est pas possible, je peux pas me rendre compte maintenant que je suis homosexuel et tout. Et tu vois, donc c'est vraiment, tu sens que, et c'est heureusement que c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup en thérapie. Donc ça va de mieux en mieux. Mais tu sens que, enfin voilà, ça fait partie des peurs qui sont présentes. Mes grandes peurs, c'est aussi c'est un truc qui revient beaucoup dans mes séances de psy, c'est ne pas être à la hauteur. J'ai très peur de pas être à la hauteur. De pas faire assez. D'être pas assez. Ouais. Pas assez, pas à la hauteur, c'est et du coup enfin tu vois, c'est toute une balance en fait, c'est que d'un coup j'ai peur de pas faire assez pour ma carrière. Je suis là en mode en fait je vais bosser comme un ouf et ça va marcher, quoi. Donc je mets tout dans ma carrière, le théâtre, je regarde des films, j'apprends, je fais tout pour que ça aille dans ce sens-là. Et tu vois, et je suis persuadé que enfin si je fais de la psychothérapie, du sport, c'est pour être meilleur sur scène. Tu vois, tu vois, j'ai cet objectif. Si je bosse dans un bar, c'est pour me ramener du monde. C'est-à-dire que chaque encaissement que je fais dans le bar où je bosse, je laisse des flyers. Je dis que je suis intermittent, enfin, je suis toujours pas intermittent d'ailleurs. Que je suis comédien, que je joue un spectacle et tout. Enfin, tu vois, tout est lié à un endroit. Et d'un autre côté, j'ai une vie de couple. Et je suis en mode, mais je veux pas faire la même erreur que mon père et délaisser ma famille parce que on m'a appris que, enfin, tu vois, je me retrouve un peu pris des fois dans cet engrenage et dans ce piège et je me dis, waouh, fais gaffe. Et c'est pour ça, la psychothérapie, c'est pour ça, même quand j'entends des gens dire, ah putain, j'ai fait 2 ans de psychothérapie, c'était cool. Et maintenant? Bah, c'est bon, j'ai réglé. T'as rien compris, en fait. Enfin, genre, c'est que, la psychothérapie, c'est toute ta life. Bon, après, tu peux faire des pauses et tout, mais ça ne finit jamais, en fait. Le monde, il bouge, toi aussi, tu vois, enfin, y a pas de fin, quoi. C'est infini, en fait. Et donc en bref, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Et je pense que le plus important, c'est de réussir à mettre le doigt dessus et en prendre conscience. Donc, j'espère que je ferai pas ces mêmes erreurs. Mais
Mais en même temps, voilà, c'est savoir, c'est pour ça faire ce métier-là pour les bonnes raisons et tout. C'est des choses auxquelles j'essaie de me rattacher, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ces peurs-là. Donc. Ouais. J'entends, ouais, je pense que il y en a que je partage et. Ah ouais, lesquels? Le pas assez, hein. Je pense qu'on est beaucoup le pas assez. Hein. C'est. Je me suis posé la question, tu sais, est-ce que c'est la peur de pas être assez ou de pas faire assez, tu vois, qui sont peut-être deux choses différentes. Mais et dans ce sens-là, ça me connecte aussi à ton spectacle et ton rapport à ton père. Ouais. Moi, ça m'a ému parce que je pense que c'est quelque chose que je crois que j'ai pas entendu ou très peu ou peut-être qu'une fois et encore. Ouais. Que ton père soit fier de toi. Ouais. Je suis assez persuadé, peut-être que je me trompe, que beaucoup d'hommes n'ont jamais entendu ça. Toi, ça t'a fait quoi? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a comme en fait, je voyais aussi dans les yeux de mon père que à lui, on lui a jamais dit. C'est ça, en fait, que je trouve très touchant. C'est de voir que, à un moment donné, quand toi, on t'a rien appris, effectivement, mon père, il y a plein de choses qu'il m'a pas apprises, mais tu vois, en fait, ce gars qui doit faire avec ce qu'il a eu. Donc, quand je t'ai dit que je l'avais, et quand je t'ai dit que je l'avais, que je l'en avais voulu, enfin, pendant un moment, finalement, tu vois le peu de moyens qu'il avait pour exprimer tout ça, tu m'étonnes qu'il a galéré, en fait. On lui a jamais dit. On lui a jamais dit qu'il était bien, que ce qu'il faisait c'était bien. Mon père, on l'a rabaissé toute sa vie, tu vois. Et donc le fait que d'un coup il réussisse à me dire une phrase comme ça me touche, on se prend dans les bras et moi aussi je suis fier de toi, papa, tu vois. Je suis fier de toi parce que tu m'accompagnes et t'es là pour moi et c'est magnifique et t'es un super père et je t'aime, quoi, tu vois. Donc ouais, en vrai ça a libéré pas mal de choses par rapport à ça. Ouais, comment ça a changé la relation? Ton spectacle et ses passages. Ouais. Franchement, plutôt cool. Enfin, il y a ce truc de c'est mon fiston, quoi. Vous avez vu? Enfin, tu vois, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Les gars, tu vois, rendons à César ce qui est à César, quoi. Donc il y a un peu ça, mais il y a la fierté et il y a l'envie. En fait, mon père est quelqu'un de très sensible. Je me suis rendu compte de ça aussi. C'est que vraiment, il est très sensible. Juste, il le dit pas, quoi. Ouais. Mais moi, je comprenais pas au début. Je pensais que c'était des blagues. Quand tu vois, j'ai déjà vu pleurer devant Top Chef, mon père. T'es là, mais attends, tu fermes ta gueule toute la journée, tu pleures devant Top Chef. Hein, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais Vincent, il a été illuminé, il a dit que quoi, gros, il a loupé une cuisson, genre, qu'est-ce que tu racontes? Et non, tu vois, juste, il a jamais eu la place d'exprimer tout ça. Et donc, bref, je trouve ça plutôt beau. Et donc, ce que ça a changé dans la relation, je dirais que ça a plus ouvert mais si, c'est ça, en vrai. Je sais pas si on arrive sur la fin, mais en tout cas, c'est une belle conclusion, je trouve. Pour la première fois avec mon père et mon frère, on est allé, en fait, on a, mon père, avant d'être avec ma mère, a eu un premier enfant. Et ensuite, ils se sont séparés. La mère de mon frère a rencontré quelqu'un d'autre, ils ont fait des enfants. Et mon père a rencontré ma mère, et ils nous ont fait ma sœur et moi. Okay. Et donc, du coup, mon grand frère est le seul de cette première union. Ce qui fait que, en fait, avec mon père, et maintenant mes parents sont séparés. Enfin, tu vois, ça fait des grands arbres, mais on s'entend super bien, on fait des repas de famille à 30, c'est n'importe quoi. Je te jure, c'est godin. J'embrasse les mères d'ailleurs, s'ils m'écoutent. Et donc on s'était jamais, enfin, je sais même pas si dans notre life on avait fait un repas que tous les trois, que mon frère, mon père et moi. Et tu sais, moi j'ai toujours voulu ressembler à mon frère quand j'étais plus petit. Et du coup, je sais pas, il y avait ce truc de on n'a jamais trop pris le temps et puis je pense qu'on n'a jamais voulu s'avouer qu'on voulait passer du temps ensemble. Et en fait, à un moment donné, il y a eu cette excuse de on va offrir ça à papa. Papa, il va être content vu qu'il venait de se séparer et tout, il va être content de passer un week-end avec ses enfants, avec ses deux fils.
Et ça a pris du temps parce que bref, on n'arrivait pas à caler un week-end, etc. Mon frère était papa et tout. Et là, il y a un mois, on allait se faire un week-end tous les trois à Beaune. Ça nous était jamais arrivé de notre vie. En fait, pour la première fois, on s'est retrouvés entre hommes. Et moi, tu peux l'imaginer à travers tout ce spectacle, j'étais en conflit avec cette part de masculin. J'étais en mode, voilà, mais en fait, c'est quoi? On est des violeurs, on représente la violence. J'étais en mode, mais je ne veux pas de cette partie. Et en fait, tu vois que dans le masculin, il y a aussi plein de côtés qui sont charmés et plein de choses qu'il faut au contraire utiliser et faire la paix avec. En fait, de toute façon, tu peux pas faire la paix avec ton féminin si tu le fais pas avec ton masculin. Enfin, tout est une question d'équilibre. Donc tout va ensemble. Mais du coup, faire ce week-end avec mon père et mon frère, c'était rempli d'émotions, quoi. Vraiment. Il y a pas eu de pleurs ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a eu ces câlins silencieux de putain les gars, on est là, on prend une bouteille de vin, c'est super cher, on devrait pas faire ça, ouais, on devrait pas faire ça. Et on la prend, quoi. Et on débouche cette bouteille, on a un sourire jusqu'aux oreilles et on se permet des trucs qu'on s'est jamais permis, quoi. Tu vois, il y a une espèce de libération tous les trois ensemble qui m'a bouleversé, que je suis ressorti de ce week-end trop ému, vraiment, c'était magnifique. Et ça avait été le sujet d'une de mes séances de psy, et j'ai fini par lui dire, en fait, c'est comme si si nos noms avaient été écrits sur cette carte de vin, ou enfin t'imagines, t'es en Bourgogne à Beaune, enfin genre il y a des non, il y a des très bons vins et des vins beaucoup trop chers où il faut pas trop zioter parce que vraiment tu perds un peu elle, quoi. Et en fait, je lui dis, j'avais le sentiment que si nos noms avaient été écrits dans cette carte, on aurait fait partie des vins les plus chers. Tu vois? Et je sais pas pourquoi il y a ce truc qui s'est mélangé d'un coup où en fait, on s'autorisait des bons produits, des belles choses, on se donnait de la valeur à notre manière, en fait. D'une manière assez simple qui était franchement la bouffe et le vin, c'est assez, ça peut paraître bête, mais c'était magnifique, quoi. Et il y avait vraiment cette communion de juste se regarder dans les yeux et apprécier ce moment qu'on était ensemble, quoi. On était ensemble. On a pris du temps ensemble. En respectant nos individualités, en espérant que tout le monde aille bien. Voilà. Il y avait du care. Il y avait de l'importance des uns envers les autres, ouais, c'était magnifique. Donc voilà, la réconciliation avec le masculin, c'est peut-être ça d'ailleurs finalement une de mes dernières prises de conscience, hein, ouais. Qui n'est pas rien. Ouais. Moi qui accompagne des hommes, j'ai de temps en temps des hommes qui réfutent, tu vois, cette part masculine, alors que il ne faut pas, en fait. Ouais. En tout cas, c'est préférable parce que sinon ça peut amener d'autres choses qui peuvent être enfouies, en fait, et ressortir de la mauvaise des façons. Et tu dois en croiser des chemins de vie super intéressants. Ouais. C'est magnifique ce que tu fais. Oui, il y a des belles rencontres. Des belles âmes et il y a une des thématiques qui j'aurais envie de dire qui est centrale dans la vie, centrale, en tout cas qui est importante dans la vie et notamment chez les hommes, c'est la sexualité. Ouais. Et vu qu'on passe de la famille à la sexualité, comment t'es de dévoiler cette part intime de toi, en fait? Écoute, franchement, ça va. Ouais. Franchement, ça va, c'est un truc, enfin, vraiment, je te dis, je me sentais tellement seul, je dis, c'est pas possible, il faut que j'en parle. Et moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Enfin, vraiment, quand j'étais plus petit, je passais des heures au téléphone avec mes meilleurs potes meufs pour savoir comment fallait faire un cuni, quoi. Ouais. Ah bah oui, avec les meufs. Ah bah non, mais de toute façon, j'avais très peu d'amis mecs, hein. Enfin, tu vois, j'avais ce Tristan, mais sinon, il y avait vraiment pas grand monde, hein. C'était beaucoup de meufs, mais d'où le fait que tout le monde pensait que j'étais homosexuel. Là, tu vois, c'était en mode, le mec, il traîne avec les meufs, il est homosexuel pour moi. Et jusqu'à ce que je sorte avec toutes les meufs, ils sont en mode, quoi, mec, attends, il se fout de la gueule de qui, lui? Et, infiltré. C'est ça, il a un micro, c'est pas possible. Et non, je me souviens, enfin, ouais, appeler au téléphone, mais vraiment des heures, en mode, mais comment tu fais? Et donc, il me fait, tu vois, t'as un vagin qui est là et tout. Donc, tu vas sentir, t'as un petit bout au-dessus. Et au fur et à mesure, tu découvres qu'il y a différents clitoris, en fait. Et que même les meufs, elles ne le savent pas forcément, mais en fait, elles sont pas là à se comparer les vulves à longueur de temps. Donc, surtout encore moins quand t'as 15-16 ans, quoi. Et donc tu découvres les corps et tout, mais c'est zinzin, c'est un truc de ouf. Donc bref, voilà, en tout cas depuis petit j'en ai souvent parlé
Donc ça m'a pas trop, ça me dérange pas trop. Ouais. Et ouais, tu parles et t'en as parlé au début de cette interview du plaisir prostatique. Ouais, c'est encore quelque chose qui est bien tabou. Ouais. Bah écoute, franchement, belle découverte. On m'a offert là d'ailleurs récemment un nouveau stimulateur prostatique pour mon anniversaire, qui était genre il y a 1 mois. Écoute, je découvre, c'est ce que je te disais un peu hier soir, on a eu l'occasion de discuter. C'est pas quelque chose que je fais avec ma partenaire pour l'instant. Partenaire, en vrai, on vient de fêter nos 3 ans, donc c'est un peu plus qu'une partenaire, c'est carrément ma chérie, quoi. Donc ouais, c'est pas quelque chose que je partage encore avec ma chérie, je le fais vraiment de manière personnelle, en découverte un peu, vraiment. Je suis toujours là en mode, ok, qu'est-ce que ça me fait, c'est intéressant, cet endroit de vulnérabilité où d'un coup tu te fais pénétrer, quoi. Tu vois, t'es là en mode, mais vraiment, donc c'est plus est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, ça c'était vraiment au tout début en mode mais j'ai pas le droit. Enfin, pour moi le truc qui rentrait dans mon cul, que j'ai pas le droit, quoi. Bah si, en fait si ça rentrait dans mon cul, si j'arrivais même à le faire rentrer, c'était écrit, bah voilà, vous êtes homosexuel. Tu vois, ça allait avec. Et donc bah non pas du tout, les pratiques n'ont rien à voir avec l'orientation. Et donc bah cette sexualité, oui, donc ça me pose pas trop de problème d'en parler, mais là actuellement c'est plus quelque chose que je vis seul, mais que j'ai envie de découvrir là. Là je pense que on va bien finir par passer le cap, on en parle de plus en plus, on va voir. Ouais. On approche bientôt de la fin de cet échange. J'aime toujours donner un espace à la fin sur une réflexion, un partage, une expérience. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Qu'est-ce que j'aurais envie de vous partager? Je sais pas pourquoi le truc qui me vient en tête, c'est l'éjaculation précoce. C'est un truc qui me vient et tu l'as vécu? Ouais. Et je le vis encore hein, des fois. Enfin, tu sais, je suis là en mode putain, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tout ça c'est lié avec le porno. Enfin, je pense. Enfin, moi c'est ma théorie. Mais malheureusement, pareil. Enfin, tu vois, j'ai jamais vu de sexologue et je pense que ça me ferait un bien fou. J'aimerais bien prendre le temps de faire ça. Mais je suis content. Donc j'ai réussi à arrêter le porno depuis genre 1 an à peu près. Donc déjà ça me, T'as vu une différence dans ta vie, dans ta sexualité, dans ton énergie, dans ma libido, dans ta libido, ouais. Je suis des trucs de ouf. J'avais plus envie de baiser, en vrai. J'avais plus aucune libido. J'étais là en mode voilà. J'ai arrêté le porno. 3 jours après, j'étais là. Va falloir qu'on tienne, meuf, parce que j'en veux. Et pourtant, tu sais, je continuais. Enfin, je continue toujours à me masturber et tout. Juste, il y avait ce truc de ouais, mais c'est beaucoup moins accessible, quoi. Faut aller le chercher, faut aller le réfléchir, etc. Donc voilà. Donc bref, arrêter le porno et éjaculation précoce parce que ça on n'en parle pas. Et ça tu vois, et malheureusement j'ai pas l'occasion d'en parler dans le spectacle, peut-être que ça fera partie du 2e. Mais c'est plus qu'est-ce que ça veut dire, la pression. En fait, moi le nombre de rapports que je n'apprécie pas parce que je pense qu'à ça, je suis en mode ok, il faut juste pas que j'éjacule. Tu te concentres, t'éjacules pas en fait. T'éjacules pas. Allez, t'éjacules. Comment tu veux passer un bon moment, tu vois? Et donc c'est vraiment trouver. Je pense que ça va être ma prochaine grosse réflexion. C'est tu vas trouver du plaisir dans soit après l'éjaculation, soit ne plus en faire un dos, soit découvrir qu'en fait il y a plein d'autres matières, il y a plein d'autres façons de prendre du plaisir, soit justement peut-être que ça va se passer avec la découverte à 2 du plaisir prostatique. Peut-être que du coup ça va tellement ouvrir ma sexualité que je vais découvrir d'autres choses. Oui, parce que petit tips, si vous découvrez le plaisir prostatique, essayez de ne pas le mélanger avec le plaisir pénicien, masturbateur, quoi. Avec la masturbation du pénis, parce que l'idée c'est de les séparer pour se concentrer à vraiment découvrir le plaisir prostatique sans qu'il soit lié directement à cette éjaculation et aider le corps à ne pas confondre. Donc ouais, peut-être que ça va être ça. Voilà. Parlons un peu plus d'éjaculation précoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave ou pas? Invitons des meufs. Tu vois, à en parler. Quel est leur rapport à ça? Toujours peur, tu vois, quand on dit de pas être à la hauteur, de décevoir et tout. C'est particulier. Ouais, il y a plein de tabous de ce côté-là et
même tu vois de demander toujours dur, tu vois. Je discutais avec une amie une fois et je lui disais mais il y a des fois où ça retombe et c'est ok, tu vois, c'est pas ça veut pas dire qu'il y a plus de désir, il y a plus c'est juste que il y a des vagues, il y a des moments où c'est pas que il y a des fois les femmes le prennent personnellement et ouais, l'éjaculation précoce, ça me parle terriblement parce que je suis passé par là et ça a été pendant 1, 2, 3, 4 ans, une souffrance, une souffrance. Ouais, bah, en tout cas, un endroit où je prenais aucun plaisir. Moi, j'ai trouvé un stratagème au début, c'était, en fait, quand je picolais, je durais. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais les culs. Moi, j'ai pas du tout parlé de ça. Oui. Rien que de le dire, je trouve ça triste en fait. Tu vois, de dire que faut que je picole de ouf pour être dans la performance. Mais je crois que c'est assez vers mes 21, 22 ans que j'ai eu mes premiers rapports sexuels sobres. Je fumais toujours des joints. Ouais. Avant de baiser, tu fumes un joint. C'était et en mode je me forçais parce que je savais tu vois que c'était mieux et que j'allais moins y penser et du coup t'es tellement dans les vapes, enfin tu vois que tu captes moins, t'es plus. Et donc donc ça c'était la première solution, c'était boire, ce qu'on recommande messieurs dames. Non, après moi je sais que ces dernières années avec avant cette interview, je t'ai guidé une méditation, on a fait 10 minutes pour méditer ensemble. Et je sais que moi, la méditation a beaucoup aidé à rentrer en rapport avec mon corps. Et, sortir aussi de l'éjaculation à tout prix, tu vois, que ça soit plus un objectif à tout prix. Parce que déjà, si t'enlèves ça, il y a un peu moins de pression, et après aller dans la détente, en fait, entrer en relation avec les ressentis, tu vois, parce que moi, au-delà, si je peux rajouter un problème, tu vois, moi plein de fois aussi j'ai eu peur justement de bander mou, quoi, tu vois, d'avoir la demi-molle, etc. Donc en fait je suis là-haut, je suis dans ma tête et dans les peurs. Et donc du coup, il y a plus de chances que ça se produise. Bien sûr. Alors que désormais, si je me connecte à mon corps, en fait, à mes ressentis, et juste boum, dès que ça part un peu dans le mental, revenir dans le corps, de ressentir, de me connecter à mes ressentis, que ce soit au niveau de la peau, au niveau du sexe, etc. Ça, juste avec quelques respirations éventuellement, ça m'aide à, tu vois, à me reconnecter à ces ressentis, à faire retomber cette pression en fait finalement. Okay. Mais c'est genre quoi, avant le point de non-retour, genre ouais. Ok. Et puis après il y a les exercices de Kegel, je sais pas si tu connais, pour tu contractes, tu t'amuses à contracter le muscle qui est entre l'anus et le périnée. Et qui aide apparemment aussi à avoir plus à durer plus longtemps en tout cas, ou en tout cas à contrôler plus facilement, on va dire, cette partie de ton corps qui permet de pas qui contrôler un peu l'éjaculation. Bon, je suis pas non plus un spécialiste là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est des outils qui m'ont permis, mais vraiment d'aller dans de la détente en fait. Et en fait on pourrait penser que si je vais dans la détente ça va retomber, mais non, pas du tout en fait. Non, parce que t'es connecté à toi. Voilà, exactement. Donc c'est je pense que pour la sexualité des hommes, pour nous hommes, on a vraiment ce rapport au corps à retrouver, tu vois, à rentrer en lien et sortir justement de la tête pour moi la pornographie a beaucoup joué dans ce truc là, et puis ce couvercle qu'on s'est beaucoup tous mis, quoi, à travers ça. Bon, merci. Merci à toi, franchement c'était trop cool, je passe un trop bon moment. Moi aussi, tu vois, rien que de parler de tout ça, j'aurais bien envie de revoir ton spectacle. Sincèrement. J'irai te voir à Paris. Avec plaisir. Mais moi, si tu veux vraiment revenir ce soir, je t'invite ce soir. J'ai prévu un concert, donc. Trop cool. Donc, tu vas voir quoi? Un groupe qui s'appelle Solar. Je connais pas. C'est il y a une salle à Anglette qui fait tous les jeudis soirs des concerts gratuits, donc c'est cool, avec des bons petits groupes de temps en temps. Je suis allé courir à Anglette, c'était sympa, j'ai découvert beau bord de mer. Il y a de la thune à Anglette, non? Ouais. Au bout là, il y avait de l'argent. Les gens ils me disaient pas bonjour quand je et ils étaient avec leur chien et ça c'est peut-être la partie effectivement de la région, ils vont moins te dire bonjour. Mais
Bah écoute, merci beaucoup Samuel. Merci à toi. Cet échange, pour ma première interview en live. Mais je suis dans ravi, cette ambiance et ouais, je crois que ça va me donner envie d'en faire d'autres. En direct, l'énergie est différente et c'est agréable. De ouf. Bon, on remercie la Luna Negra de nous avoir prêté on remercie la Luna Negra, on remercie Luc et puis bah écoute, moi je souhaite pleinement tout le succès mérité pour ton spectacle. J'invite tout le monde à le voir. De toute façon, on peut trouver les dates sur Instagram. Ouais. Sur Insta. Tape alors sur Billets Réduc directement, mais avec mon Instagram. Bon, la plupart du temps, ça relie tout. Quoi. Ouais. La plupart du temps, t'es à Paris, mais t'as quand même quelques dates en province. Exactement. Ouais. Là, je vais jouer à Nantes le mois prochain. Les 26, 27. Tu vas mettre le maillot? Ouais. Ah bah, t'as vu, j'ai souvent envoyé des soins dans ma valise. J'aime bien. C'est, en fait, j'adore ces couleurs. Le jaune et le vert, je trouve ça magnifique. Il y a un truc, tu vois, c'est le Brésil, Nantes et la Kabylie. C'est ouf, en vrai. C'est 3 endroits que je kiffe. Ouais. Mais, ouais, jaune et vert. Je mettrai le maillot avec plaisir. Et ben, bonne route, bon chemin et ouais, au plaisir qu'il se recroise. Avec grand plaisir et je te souhaite aussi plein de belles choses pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est super important et j'espère en vrai si j'ai l'occasion de venir pour un groupe de parole, ça me ferait trop plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir pour t'accompagner. De ouf. Je serais très content. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.